Le roman de Victor Pélavine, Transhumanisme Bank, ce n'est pas juste une histoire, non, c'est bien plus que ça. C'est une expérience de pensée, une satire assez glaçante, il faut le dire, sur ce que notre avenir pourrait devenir. Ça explore jusqu'où notre quête d'amélioration technologique pourrait nous mener, et surtout, à quel prix. Et dans le monde de Pélevin, la réponse à cette question, elle ne se contente pas de déterminer un statut social. Non, elle définit la nature même de l'existence de chacun. Du coup, ce monde a donné naissance à 3 nouvelles classes sociales, 3 destins complètement différents. On va commencer par le sommet, par l'élite. Alors, commençons tout en haut de la pyramide, les immortels. Ici, la vie éternelle, c'est une réalité. Mais elle a un aspect pour le moins surprenant. Pour l'élite, voilà la forme ultime du transhumanisme. Le père de l'héroïne, Mania, en est l'exemple parfait. Son esprit, son cerveau, est conservé dans ce qu'ils appellent une banque, pendant que son corps, il n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais attention, cette vie éternelle, elle est loin d'être gratuite. C'est un service par abonnement et il coûte une fortune. Pour le financer, ces esprits désincarnés doivent travailler. Ils spéculent en bourse, sans arrêt, directement depuis leur paradis virtuel. Leur existence même dépend de leur performance financière. Cette blague tirée du roman résume tout. C'est la précarité absolue de leurs conditions. Même pour cette élite soi-disant immortelle, un seul mauvais placement et c'est le débranchement définitif. Fin de l'histoire. Allez, on descend d'un échelon. On arrive maintenant à la grande majorité de la population. Eux, ils vivent bien dans le monde physique, mais sous une autre forme de contrôle technologique. Voici le fameux coucou. C'est l'outil qui régit la vie des gens ordinaires. Un appareil obligatoire, qui ressemble à un accessoire de mode, mais qui est en fait un instrument de contrôle social, capable de dicter les émotions. Alors, la question c'est, comment un simple collier peut-il manipuler la perception de la réalité à ce point ? Le mécanisme est aussi ingénieux que terrifiant. Voyons ça de plus près. C'est le père de Mania qui l'explique. Pour faire simple, le coucou transforme la réalité objective en une sorte d'expérience émotionnelle sponsorisée. On ne désire plus un objet pour ce qu'il est, on ressent une émotion précise que quelqu'un, quelque part, a payé pour nous la faire ressentir. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, pour Mania, une simple boisson sucrée devient l'incarnation de ses rêves de jeune fille. Son propre reflet dans le miroir change, littéralement, en fonction de la performance boursière de son père. Le coucou ne se contente pas de manipuler le désir. Il redéfinit l'estime de soi, en temps réel. On descend tout en bas de la pyramide sociale maintenant, pour découvrir la vie de la classe servile. Une classe qui, elle aussi, a été génétiquement modifiée. Et voilà donc la 3e voie du transhumanisme, une humanité modifiée, non pas pour s'élever, mais pour servir. Et le tout dans un état de bonheur chimique constant. Le point crucial, ici, c'est que leur bonheur programmé n'est pas un cadeau. C'est un outil. Un outil pour résoudre les questions morales que pose leur existence. Après tout, s'ils sont constamment heureux, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'esclavage ? Ce graphique, c'est peut-être la satire la plus dérangeante du roman. D'un côté, le bonheur fluctuant et, disons-le, assez modeste d'un humain moyen. De l'autre, la joie parfaite, totale, constante d'un ilote. Une image qui pose une question profondément troublante sur la nature même du bonheur. Ils sont mieux lotis que vous. Voilà le slogan de l'entreprise qui les fabrique. Une phrase qui résume à elle seule le cynisme absolu du roman face à notre quête du bonheur à tout prix. Mais qui se cache derrière ce monde si parfaitement structuré ? Qui tire les ficelles de cette société à 3 vitesses ? Tout en haut de cette pyramide invisible, il y a une seule personne. Le personnage le plus puissant du roman, celui qui possède toute l'infrastructure technologique, des banques virtuelles des immortels jusqu'aux implants cérébraux des masses. Son pouvoir est absolu. Les banquiers ne sont que ses locataires. Ils contrôlent l'histoire au point d'avoir changé des classiques comme Hamlet dans toutes les copies numériques. Il contrôle la réalité elle-même. Il peut littéralement effacer le passé et le réécrire à sa guise. Cette phrase, elle est glaçante. C'est ce que le père de Mania lui conseille de dire. Et ça résume toute la philosophie du système. Pourquoi s'embêter à manipuler quand on peut directement implanter les idées ? Là, ça devient évident. Cette fiction, elle n'est peut-être pas si éloignée de notre réalité. En fait, Pelvin utilise l'exagération pour mettre en lumière les tendances bien réelles de notre propre époque. Et c'est là que le roman devient vraiment troublant. La manipulation de nos émotions par des algorithmes, le fossé qui se creuse entre les plus riches et les autres, la réalité modélée par des intérêts commerciaux, toutes les questions posées par Pelvin résonnent de manière incroyablement actuelle. Le roman nous laisse donc avec cette question finale.
une question vertigineuse, une interrogation fondamentale sur le pouvoir, la technologie et finalement le contrôle de notre propre perception. Une réflexion qui est aujourd'hui plus essentielle que jamais.